Eh bien, bonjour. Alors, nous allons traiter aujourd'hui, dans un webinaire qui durera à peu près 1 heure, d'un thème, d'une expression mixte tutorat. Qu'est-ce qu'on met derrière? Humain, intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a là l'avenir de la formation? C'est donc un webinaire interactif, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, évidemment, dans l'onglet correspondant, de poser des questions, d'apporter vos contributions, de faire vos remarques, etc. On essaiera de répondre à des questions éventuelles ou à vos remarques tout au long du webinaire plutôt que de réserver un temps à la fin. C'est toujours un petit peu bousculé en fin de webinaire. On n'a pas toujours le temps de répondre aux questions. Donc là, on le fera au fil de l'eau, si je puis dire. Mais je voudrais tout de suite laisser la parole aux personnes qui sont en ligne et qui vont participer à cette table ronde. On va commencer par la gauche. Alors Mathieu, qui es-tu? Je suis je représente Experteam. Je suis directeur du développement et Experteam est un éditeur de solutions digitales au service des organisations apprenantes, donc sur le sujet du LMS, du live, de l'évaluation et du coaching terrain. Voilà qui nous sommes. Une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans, hein, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes aussi la mémoire du digital learning, une des mémoires du digital learning sur le marché français. Romain, à toi la parole. Eh bien, enchanté. Donc pour ma part, je représente Corollaire. Alors nous, ça va faire plutôt 1 an et demi qu'on existe et donc on est une plateforme qui permet de très facilement transformer du contenu e-learning en tuteur et de l'embarquer par la suite dans des LMS comme par exemple celui d'Expertime avec qui nous sommes partenaires pour justement apporter cette brique de tutorat IA très facilement au bon endroit pour l'apprenant. Donc une entreprise bien établie, Expertime, et une start-up corollaire participent à notre webinaire. On poursuit toujours de gauche à droite. Audrey, vous êtes directrice de UWeb Formation. Oui, bonjour. Donc, je suis directrice effectivement de la structure UWeb Formation. On est un organisme de formation à distance, donc 100% digital, et on forme sur des formations qui permettent d'avoir soit des certifications, voire des diplômes. On va jusqu'au bac+3 et bac+5 sur diverses thématiques qui tournent autour de la gestion de projet et du marketing. Bien, donc si j'ai besoin de me rafraîchir en marketing, par exemple en digital marketing, je passe par UWeb Formation, c'est ça l'idée. Exactement. Alors nous avons une grande entreprise présente aujourd'hui, représentée par Isabelle. Isabelle, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Isabelle Hibon, je suis responsable de la gestion des compétences opérationnelles pour Orano DS, démantèlement et services, et pour donc la direction opérationnelle cycle, c'est-à-dire dont les clients sont les sites Orano et CEA. Nous vendons des services dans les domaines de l'assainissement, du démantèlement, de la gestion des déchets nucléaires ou conventionnels et de la maintenance ou de la logistique pour les sites en soutien à l'exploitation pour les différents sites et installations de nos clients. Bien, merci Isabelle. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet directement parce qu'on a un programme qui est chargé. Mise en perspective, en fait, je pars de la grande enquête du digital learning qui est produite chaque année par Infopromotion, l'organisation du salon Innovative Learning by Learning Expo, et par notre cabinet FEFOR, qui est une enquête menée auprès des directions formation et des fournisseurs du marché. Cette enquête est intéressante justement parce qu'elle propose des regards croisés et on pose parmi tout un ensemble de questions la question: quelle vous semble l'innovation la plus prometteuse à l'horizon, cette année en l'occurrence 2024-2025? Et alors, très loin devant, avec une belle convergence de vues des fournisseurs et des directions de formation, arrive l'intelligence artificielle. Donc, il ne vous étonnera pas qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui. Et au fond, la question qui se pose, c'est de la même façon que la formation présentielle s'est autrefois adjoint du e-learning, du digital learning, pour créer finalement
quelque chose qu'on appelle le blended learning, mais qu'on a appelé aussi, quand on l'a traduit en français, le mix formation, on peut se poser la question de savoir si l'intelligence artificielle ne va pas s'associer finalement au tutorat humain tel qu'il est pratiqué dans les entreprises et les organismes de formation pour déboucher sur le mix tutorat. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va essayer de la creuser, sachant qu'on est encore très largement aux prémices de ce mouvement. Et donc, nous avons prévu 3 parties. Une première partie sur le compagnonnage, la FEST, l'amplification qui s'est déroulée ces dernières années du tutorat humain. Une deuxième partie qui traitera de l'évolution du métier de tuteur avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Et puis, on parlera des perspectives de mise en œuvre du tutorat et de l'intelligence artificielle, donc du mix tutorat. Et pour chacun de ces programmes, donc le premier chapitre, je viens d'en parler, nous allons passer par un petit sondage pour mieux vous connaître, vous, audience, puisque vous, audience, vous connaissez nos intervenants. Alors, je demande à Expertime de lancer ce premier sondage. Avez-vous déjà mis en œuvre le compagnonnage ou la FEST? Je rappelle que la FEST, c'est la formation effectivement en situation de travail. Et donc là, vous avez l'onglet sondage. Vous cliquez dessus. Alors, j'ai un petit souci de mise en ligne du sondage. S'il n'y a pas de sondage, il n'y a pas de sondage. Ouais. C'est pas un drame. Ouais, la question étant, effectivement, avez-vous déjà mis effectivement en œuvre le compagnonnage ou la FEST, formation en situation de travail? Et donc, on souhaitait savoir si oui ou pas encore, mais c'est prévu, ou non, mais c'est une bonne idée, ou je ne sais pas encore si c'est pertinent dans mon environnement, ou non, parce que c'est trop cher. C'était un peu les questions qu'on se posait. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la possibilité de le soumettre. Bon, eh ben, c'est pas grave, on va passer directement, mon cher Mathieu, aux défis, aux avantages du tutorat humain, en n'oublions Ah pas. voilà, ça y Le est, voilà. pardon, ça y est, le voilà. Ah, alors vous avez une dizaine, quinzaine de secondes pour y répondre et on commentera. Alors, les intervenants doivent aussi répondre pour pouvoir effectivement consulter les résultats. À noter que vous êtes 74 participants, hein, 280 inscrits, donc le taux, c'est un taux habituel, mais c'est une thématique qui intéresse beaucoup, hein. Les webinaires, il y en a beaucoup depuis des années maintenant, en particulier depuis le confinement. Ils ont de moindres résultats en nombre d'inscrits et de participants, mais on est obligé de constater que tout ce qui traite aujourd'hui de l'intelligence artificielle appliquée à la formation draine vraiment une audience importante. On va arrêter là sur ce sondage. Et Mathieu, je te laisse commenter ce que tu vois à l'écran. Il y a 2 réponses qui l'emportent très largement. C'est oui, on a déjà mis en œuvre le compagnonnage ou la FEST la formation en situation de travail. Et non, on l'a pas encore fait, mais c'est une bonne idée. Oui, donc c'est une majorité qui est convaincue de la pertinence de cette démarche. Et puis peut-être un quart qui s'interroge, en fait. Voilà. Est-ce que on peut dire, on peut poser la question à Isabelle. Isabelle, qu'est-ce que vous avez répondu? Oui ou non, c'est une bonne idée, ou non car c'est trop cher, par exemple? Oui, non, nous la mettons en œuvre depuis longtemps, puisque pour nous, les compétences de nos collaborateurs sont essentielles, puisque nous vendons du service. Bon, je suis heureux de cette réponse, parce que si vous aviez répondu non, on aurait été très mal pour la suite du webinaire. Et vous, Audrey? Nous, on met effectivement, alors nous, Répondu on quoi? met en place D'accord. on met en place des actions de formation en situation de travail avec nos apprenants dans le cadre de leur entreprise, notamment, enfin, dans le cadre d'entreprises qu'ils recherchent pour des demandeurs d'emploi afin qu'ils puissent voir comment ça se passe dans la réalité.
Écoutez, on va rentrer dans le détail en commençant par Orano. Alors, aujourd'hui, où en est le tutorat humain, la FEST, le compagnonnage chez Orano, à quel type de population s'adressent ces prestations, comment c'est mené, quels sont les enjeux, etc. Isabelle, pouvez-vous nous faire un petit tour d'horizon de ce tutorat chez Orano aujourd'hui? Oui, bien sûr, je vais commencer par donc les enjeux du tutorat. Évidemment, nous travaillons pour des exploitants nucléaires, donc les risques associés à cette activité sont la sûreté, la sécurité, donc sont très importants. Et il est essentiel pour nous d'assurer à l'ensemble de nos parties intéressées, donc que ce soit les clients, nous en interne ou les autorités de sûreté, etc., que nos collaborateurs savent travailler en toute sécurité, en toute sûreté, en toute qualité et peuvent et sont capables de réaliser les prestations vendues. Donc à tout moment, nous devons être capables de montrer que les compétences qui sont nécessaires, voire exigées pour réaliser les tâches que nous devons réaliser, sont acquises et sont détenues par nos collaborateurs. Donc pour ça, nous avons mis en place tout un système effectivement de compagnonnage et nous avons besoin aussi d'évaluer l'efficacité de ces actions. Pour ça, on a 3 types de savoirs. On a le premier qui est l'acquisition de connaissances, alors de base ou des connaissances un peu plus approfondies en fonction du niveau que l'on souhaite atteindre. Et ces connaissances, en fait, elles vont être réalisées par des e-learning, des formations, des sensibilisations par des sachants. Elles sont évaluées par des QCM. Le deuxième type de savoir, c'est le savoir-être, puisque pour nous, il est important d'avoir un comportement adéquat, que ce soit un comportement individuel ou un comportement en équipe. Voilà, donc on a besoin d'un accompagnement ou de faire prendre conscience de l'impact de nos comportements en situation de travail. Pour ça, ça va être réalisé par un compagnonnage avec un tuteur, avec un sachant et évalué par une observation. Et on a un troisième savoir qui est le savoir-faire métier, qui là est également acquis par compagnonnage, en plus effectivement des formations, mais essentiellement par compagnonnage, par apprentissage terrain avec un sachant ou un tuteur. Et il est évalué par des observations. Donc la complexité vient effectivement de l'impact de chacun de nos gestes sur la sûreté, la sécurité et les risques opérationnels. On a également, on intervient sur des équipements ou des installations qui coûtent très cher, donc il y a aussi ce risque-là. Et de par la complexité et la spécificité de chaque installation ou chaque client. Donc tout ça rend notre système un peu complexe. Oui, il y a des enjeux qui sont très forts, donc c'est évident compte tenu du secteur d'activité dans lequel vous intervenez. Moi, j'aime bien cette idée que, en fait, vous avez une vision holistique de la personne, c'est-à-dire de l'apprenant. À la fois, il doit développer des savoirs fondamentaux. Là, c'est plutôt l'objet de la formation, voire du e-learning, qui peut être très puissant, très efficace dans ce champ. Puis alors après, il y a tout ce qui ressort des compétences métiers, les hard skills, ou des compétences comportementales, les soft skills. Et là, vous dites bien une chose essentielle, c'est que le compagnonnage est essentiel. Tout ça, ça peut pas s'apprendre de façon théorique via le e-learning. C'est bien une exploitation sur le terrain via l'observation. Et j'aime bien aussi la dimension que vous indiquez, c'est-à-dire à tout moment, finalement, il est question d'évaluation de ces savoir-être et de ces savoir-faire métiers, parce que derrière, les enjeux sont tellement puissants qu'on ne peut pas en faire, on ne peut pas passer autrement. Donc, merci pour cette rapide présentation du compagnonnage chez Orano. De votre côté, Audrey, où en est comment dirais-je, le tutorat dans UWeb Formation? Quel rôle joue-t-il
par rapport au contrat que vous avez avec vos clients notamment? Alors, comme pour toute formation à distance, on a 2 types, de tutorat. On a déjà ce qu'on appelle le tutorat synchrone, qui se fait donc en direct comme on peut avoir là, et le tutorat asynchrone, donc c'est-à-dire que ça se fait plutôt par mail, hein, et ça se fait pas, il y a une disproportion entre le moment où l'apprenant contacte, notre organisme, le moment de réponse, puisque ça se fait pas en même temps. Ça, c'est déjà la première chose, hein, il y a la temporalité qui joue. Ensuite, on a 2 types de tutorat. On a, chez nous, ce qu'on appelle le coach formation. Le coach formation, donc on peut dire que c'est une forme de tuteur puisqu'il va accompagner nos apprenants pour toutes les demandes qui concernent les aspects techniques sur la plateforme de formation, mais il va également traiter des demandes pédagogiques qui sont récurrentes. Alors, les demandes pédagogiques sur qu'est-ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire. Il peut y avoir des demandes pédagogiques, je ne sais plus où est-ce que je dois trouver ça. Et ça, c'est vraiment le coach formation qui va accompagner nos apprenants sur cette partie-là. Et après, on a le tuteur. Alors nous, chez nous, le tuteur, c'est l'expert technique. C'est l'expert en marketing, c'est l'expert en gestion de projet. Et lui, il va intervenir sur 2 natures. Il peut intervenir sur tout ce qui est question très théorique sur le contenu de formation en tant que tel, puisque notre coach formation, lui, n'est pas expert, alors que notre tuteur, il est expert sur le contenu de formation. Donc il peut intervenir pour, réexpliquer des éléments. Alors c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très peu sollicité de la part de nos apprenants. Ils vont peu solliciter notre tuteur sur ces aspects-là. Et on a également, l'accompagnement, le tuteur accompagne également sur toute, la partie diplômante. C'est-à-dire qu'il y a le contenu de formation, mais il y a également toute la partie diplômant où l'apprenant doit réaliser des études de cas, doit réaliser un mémoire, et le tuteur, il intervient vraiment sur ces aspects-là et donc en général de manière synchrone. C'est à travers des rendez-vous tutoraux que le tuteur va intervenir. Alors là, on a affaire à une notion du tutorat qui recouvre, mais seulement pour partie, ce qu'on vient de voir avec Isabelle chez Orano, c'est du tutorat dans un organisme de formation. Donc en fait, si je vous résume, Audrey, il y a un premier niveau de tutorat qui est celui du j'aide finalement l'apprenant qui est perdu sur le portail de formation de UF Formation. Bon, en général, il n'est pas perdu parce que, évidemment, vos portails de formation sont fort bien faits et proposent une expérience apprenant de grande qualité. Mais enfin, il y a toujours des gens qui ont besoin d'être un petit peu soutenus, supportés techniquement. Il y a aussi, à l'autre extrémité, ce tutorat, cette expertise, ce tutorat de contenu qui, là aussi, est très peu mobilisé chez vous. On peut en rendre grâce à la qualité de vos formations. On peut imaginer que s'il y a peu de questions qui sont posées par les apprenants, c'est parce qu'ils trouvent à l'intérieur des formations l'essentiel des réponses à leurs questions. Et puis, il y a ce tutorat diplômant dont vous parlez, et à la notion de coach, de tutorat, donc vous la répartissez un petit peu différemment. Il y a une chose qui ne m'apparaît pas clairement, moi vous allez peut-être pouvoir y répondre, euh, ce qu'on appelle le tutorat motivationnel dans un organisme de formation, c'est-à-dire le fait, comment dirais-je, qu'un apprenant ne soit pas laissé à lui-même, ne se fatigue pas dans l'autoconsommation de ressources en ligne, etc., mais soit accompagné par quelqu'un qui se rende compte que dans son parcours, la personne a du mal à se connecter aussi régulièrement qu'elle le devrait, etc. Est-ce que ça existe chez vous, ce tutorat? Oui, alors on le fait de 2 natures. On le fait déjà, c'est le coach formation qui, lui, Oui. assure cet accompagnement. Donc, il va suivre régulièrement où est-ce qu'en est l'apprenant et va aller le solliciter et le motiver. Et le tuteur va également le faire de manière indirecte puisque au travers de la formation, on a mis en place des jalons, on va dire qui sont très étalonnés dans le temps, tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 15 jours. Et l'apprenant doit rendre un devoir dans le cadre de sa certification et le tuteur vient, entre guillemets, à nouveau motiver l'apprenant lors de ses rendez-vous tutoraux. Merci pour cette description déjà relativement détaillée et complète de votre point de vue sur le tutorat. Alors maintenant, messieurs, Mathieu et Romain, commençons par Mathieu. Ton point de vue sur ce qu'on vient d'entendre là et ton point de vue d'une façon générale sur le tutorat humain, la FEST, le compagnonnage, etc.
Alors, c'est le sujet finalement ultime de toute démarche de formation. Est-ce que on va effectivement être capable d'avoir de la mise en œuvre des savoirs acquis, donc tous les sujets de la formation en situation de travail, de la FEST, donc du coaching terrain, visent à réellement créer de la compétence. Et je crois que la très très bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que bon, on a le sujet de la FEST qui est né maintenant il y a quelques années, qui a été un sujet de curiosité, de micro-expérimentation. J'ai des partenaires qui sont vraiment en cœur d'activité sur ces sujets-là et qui me disaient encore il y a un an, bah, c'est un peu décevant, ça décolle pas, c'est les entreprises savent pas comment s'y prendre. Et en fait, les sons de cloche ont totalement changé. Et maintenant, depuis peu, j'entends que ça y est, le ROI est très identifié, il est très impressionnant. Donc, on est avec des gains de temps de formation totalement spectaculaires. Même l'OPCO2I, je crois, a remonté des taux de 80% de temps gagné sur l'accès à la compétence. Donc, on est sur les sujets d'onboarding plus rapide, de capacité d'innovation plus régulière, d'affiner les compétences, de sécuriser les apprenants, d'un leadership qui est du coup aussi plus efficace avec des relations qui peuvent être plus saines entre les accompagnants, qui peuvent être des managers, et les collaborateurs. Donc finalement une motivation accrue. Donc c'est des choses qui sont très positives. Après, effectivement, l'exemple d'Orano montre effectivement que pour passer à l'échelle, alors l'échelle d'Orano DS, on est sur Isabelle, vous me corrigerez si je me trompe, mais on est plutôt sur 1200 à bientôt 2000 personnes. 1700, ouais, c'est ça. 1700 personnes, c'est ça? À peu Donc, pour près. accéder en fait à ce dimensionnement-là, on va avoir effectivement besoin de solutions digitales. Donc là, de son côté, Audrey évoquait notamment dans l'activité de tutorat les missions, donc la demande de production qui est faite aux apprenants. Est-ce que la solution vient outiller cette démarche-là? Donc on est sur vraiment de la mobilisation dans la transformation des savoirs en savoir-faire, voire en savoir-être, comme a pu l'évoquer Isabelle. Romain, votre avis là-dessus et en particulier la possibilité pour vous de dire en quoi Corollaire intervient sur ces problématiques. Ouais, totalement. Je pense que je serai d'autant plus pertinent après quand on déroulera sur les sujets D'accord. purement IA, mais sur ce qu'on a vu là, et particulièrement par rapport à ce que pouvait décrire Audrey chez YouWeb, là où Corollaire va être assez puissant, ça va être sur la question des SMI, enfin des subject matter experts dont elle parlait, les experts formation, où finalement nous ce qu'on appelle tuteur IA, donc on verra, on essaiera de pas trop créer de flou tout à l'heure en D'accord. parlant de tuteur IA, mais c'est censé venir vraiment compléter le job qu'ils peuvent faire en étant capable de répondre aux questions justement des apprenants, et puis indirectement mettre un pied mettre un comment dire, mettre les pieds sur le sujet du tutorat motivationnel, et venir identifier les apprenants qui peuvent vraiment à tout moment décrocher dans la formation, et c'est très vrai sur de la formation qui peut se faire à distance. Donc on en parlera plus Très après, bien. mais c'est vraiment sur ce créneau-là qu'on va se situer, quoi. Merci pour ce teasing. Alors, j'en profite là pour présenter un écran. Mathieu, tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, bah pour rendre les choses un petit peu concrètes, qu'est-ce que ça signifie pour une solution digitale d'accompagner à la mise en œuvre? Bah, c'est d'aller jusque peut-être à l'application mobile qui va permettre à un apprenant d'avoir une mission,
à laquelle il peut donc répondre avec une captation audio, vidéo, photo, un lien, un fichier, etc. Le soumettre à son tuteur qui va pouvoir lui apporter un feedback, lui demander un nouvel essai. Et puis, on va être dans des logiques soit événementielles, soit au contraire cycliques de montée en compétences progressives. Et puis, Isabelle a évoqué les logiques d'observation, donc que ce soit un tuteur, un manager, donc l'accompagnant qui va effectivement pouvoir observer la compétence en situation. Donc et derrière, on peut faire vivre effectivement des profils de compétences. Hem Et donc les profils de compétences, alors c'est des démarches qui peuvent être plus ou moins structurées. Dans l'industrie, on a vu des démarches très structurées, je pense à Stellantis dans la filière, maintenance, où vous avez, des agents derrière des chaînes de production avec des technologies différentes et donc vous avez une équipe que vous devez maintenir en compétences derrière, cette chaîne avec des technologies qui peuvent être, différents. Donc, est-ce que mon équipe est à jour? Où sont les gaps et comment est-ce que je peux remédier avec les propositions de remédiation qui sont immédiatement disponibles? Merci Mathieu. J'en profite pour distinguer Florence et Émilie dans le chat sur l'AFEST, puisque Florence nous dit l'AFEST a été mise en place dans mon entreprise, mais la démarche est quand même très lourde. Et c'est un constat aussi que fait Émilie. l'AFEST mise en place aussi avec toute la formalisation, malgré l'absence de financement OPCO, lourd, mais permet de valoriser et d'en faire de la vraie formation pour les personnes et pas de la formation sur le tas. Donc, on verra par la suite comment finalement la technologie peut alléger ce qui apparaît effectivement une tâche relativement lourde. Et puis, évidemment, la question des coûts se pose. Et Sylvie, notamment, intervient 3 fois. Combien ça coûte? IA plus humain, ben ça, on verra peut-être par la suite. Comment garantir une transition fluide entre les interactions avec l'IA et les interactions humaines dans le cadre de la FEST et du compagnonnage, etc. On va traiter ces questions très, Michel, très si je peux me rapidement. permettre de Oui, faire peut-être vas-y, Mathieu. une petite incise là-dessus. J'ai évoqué les partenaires qui sont au cœur de métier. On travaille notamment avec Isocan et Stéphane Roquet, qui est le référent de la méthode TWI en France. TWI, c'est une méthode inventée aux États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale pour permettre finalement de rendre opérationnelles très rapidement les femmes qui remplaçaient les hommes. C'est la méthode qui a ensuite inspiré, je dirais, toute l'industrie japonaise avec le lean management. Et en fait, la démarche de mise en œuvre, elle n'est pas si lourde que ça quand il y a une méthodologie. Et donc la démarche, elle consiste à identifier en fait comment les référents accompagnants vont devenir autonomes pour déployer cette méthode et rendre les collaborateurs eux-mêmes autonomes. Donc il y a une méthodologie qui existe et qui peut aider, sachant que l'approche n'est pas toujours de démarrer par les profils de compétences, des approches très structurées. Parfois, on peut y aller compétence par compétence et avec des enjeux que ce soit dans le bâtiment, dans les services à la personne, dans plein d'industries où finalement on va avoir besoin de quelqu'un qui doit être immédiatement opérationnel sur juste simplement une compétence au sein d'un profil. Par exemple, j'ai un maçon qui doit savoir couler du ciment. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Donc, comment est-ce que je m'assure de cette compétence-là? Donc, Merci voilà, pour cette dédramatiser réponse, le côté lourdeur, si cette possible. précision. Alors, on va parler de la façon dont le métier de tuteur a évolué ou va évoluer avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et on va procéder par un nouveau sondage. Si tu te sens à l'aise, Oui. Mathieu, avec le lancement de ce nouveau sondage sur l'aide que l'IA pourrait apporter effectivement au métier traditionnel du tutorat. Eh bien, ça fonctionne. Pour vous, l'IA va aider au développement des savoirs, au développement des compétences, à un meilleur engagement des apprenants. Ne sait pas. Voilà, nous allons tous soumettre
le vote. Nous sommes 84 en ligne, ça a encore augmenté depuis le précédent sondage. Donc, eh bien, je soumets mon vote aussi. Ah, là, il y a clairement un item qui se dégage. On laisse encore quelques secondes. Voilà, le compteur des votes grimpe. C'est très intéressant ce qui se dessine là. Bien, vous pouvez continuer à voter, mais d'ores et déjà, on peut commenter. Mathieu, est-ce que tu rapidement un commentaire et on demandera aux autres personnes, aussi aux autres intervenants de commenter. Très rapidement, qu'est-ce que tu en penses de ce résultat? Bah, on voit que les trois quarts de l'audience, en tout cas, identifient une pertinence à la démarche. Et puis, on a un quart qui est plutôt un peu en recherche voilà, du sens à donner à cette démarche. Donc, c'est déjà finalement assez significatif comme compréhension des plus-values. C'est assez rapide. Voilà, Romain? l'impression que ça me donne. Ouais, alors c'est assez marrant. J'ai l'impression d'être dans le sketch qui veut gagner de l'argent en masse avec les quatre réponses à 25% et qu'est-ce qu'on en tire. Bon, c'était très drôle parce qu'on a vu que le meilleur engagement des apprenants tenait la corde tout le long et puis finalement il s'est fait doubler. Et bah peut-être que c'est un ensemble hein, en réalité. Je pense que c'est une des réponses qu'on aurait pu soumettre vu que c'était pas la réponse multiple. Et enfin, on verra, mais j'ai l'impression que ça va être un ensemble de ces réponses au-delà du ne sais pas qui sera réellement bah, ce sur quoi l'IA va pouvoir aider. Enfin, j'espère. Isabelle, votre commentaire, est-ce que vous prévoyez que finalement l'IA pourrait aider plus particulièrement au développement des savoirs ou vous auriez voté pour une autre réponse? Oh, effectivement, je pense qu'au niveau des savoirs derrière, moi je mets les connaissances. Je pense Oui. que là, je ne pense pas avoir de doute. Ça peut être très utile. Là où j'ai un peu plus d'interrogations, c'est effectivement sur le développement des savoir-être et savoir-faire, vu en fait les conditions de travail dans lesquelles nous sommes, quoi, et les risques Audrey? associés. Bah, c'est vrai que moi, ce serait, essentiellement les 2 premiers choix, hein, les savoirs, hein, parce qu'effectivement, nous, ils ont tendance à survoler les savoirs en pensant que c'est acquis, mais ça ne l'est pas forcément, donc l'IA va permettre de renforcer et effectivement favoriser un meilleur engagement des apprenants. Concernant le développement des compétences, bah, l'IA pourra apporter, mais pas, moi, j'entends la compétence comme de l'applicatif. Et c'est vrai que Oui. je souhaite plus que ce soit le tuteur humain qui participe à ce niveau-là. Alors nous, c'est une D'accord. volonté interne, hein. Alors on va effectivement maintenant immerger ces questions dans les terrains que sont Orano et UWeb Formation. Alors justement, comment vous avez vu évoluer, Isabelle, le tutorat chez Orano ces dernières années et on revient un peu sur la réponse que vous avez faite par rapport au sondage, mais comment vous le voyez évoluer ce métier avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est à l'ordre du jour chez Orano, par exemple? Alors, alors chez Orano, certainement à certains endroits. En tout cas, pour l'instant, chez nous, ça ne l'est pas, mais pourquoi pas? Aujourd'hui, on est dans une phase déjà de digitalisation de tout ce qui existe, que ce soit sur les livrets de compagnonnage ou sur les modules de sensibilisation ou de formation. Clairement, on a un besoin de plus de suivi, donc d'enregistrement, de robustesse, de centralisation et d'accès simple aux matrices de compétences pour les managers de proximité ou pour les chargés d'affaires. On est face également
un paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur une activité en croissance, donc on a un plan de recrutement et d'embauche assez important. Pour autant, on a besoin de plus d'agilité, donc de développement de la polyvalence, ce qui crée en fait un besoin d'accélérer et d'améliorer l'accès et l'autonomie au poste de travail. Donc d'un côté, on a besoin de plus de formation, donc du temps pour les tuteurs, du temps pour les apprenants, mais en même temps, on a besoin que ça se fasse rapidement puisque voilà, on a de la productivité à avoir etc. Donc voilà, je m'interroge effectivement, est-ce que l'IA peut nous apporter une réponse totale ou partielle, peut-être plus partielle. En tout cas, concernant je vois clairement un gain de temps possible pour l'ingénierie de formation, c'est-à-dire récupérer tout ce qui existe. Enfin, ça, j'ai vu à travers le webinaire précédent, récupérer tous les supports qui existent pour peut-être en faire rapidement effectivement des supports digitalisés. En revanche, avec une vérification que le temps justement de vérification de ce qui est produit par l'intelligence artificielle et les modifications peut-être nécessaires ne soit pas plus important que le temps qu'il faudrait pour créer de toutes pièces ces supports. Ensuite, je vois un deuxième apport, c'est qu'effectivement, à travers l'évolution de notre vie de tous les jours, on a aujourd'hui un besoin de réponses immédiates quand on pose des questions. Enfin, on va vers cette tendance et, euh, et je pense que l'IA, effectivement, peut apporter aussi sur ce sujet-là, quand on est dans les e-learning ou les modules de sensibilisation et de formation. Voilà, donc est-ce que pour autant, voilà, peut-être faire aussi attention à ce que l'utilisation d'IA n'enlève pas de la matière ou un espace pour la valorisation des sachants et des tuteurs. Voilà, on a un certain nombre de réflexions autour de tout ça, sachant qu'effectivement aussi on a des problématiques de confidentialité des données et des informations. Et on fera toujours très attention à la validité des apprentissages. Est-ce que ce qui ressort en fait des systèmes d'intelligence artificielle sont valides, puisque toute erreur pourrait avoir un impact important sur la sûreté ou la sécurité. Merci Isabelle. Votre point de vue, Audrey, sur ces questions? Ah, on ne vous entend pas, Audrey. Voilà, avec le micro activé, ça marchera beaucoup mieux. Ça marche mieux. Donc, je disais que nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on forme beaucoup d'apprenants qui, aujourd'hui, sont déjà salariés. Donc, c'est vrai qu'on a une véritable problématique où l'accompagnement humain, on n'est pas forcément disponible pour répondre. Et je rejoins ce qu'a dit Isabelle. La notion d'immédiateté aujourd'hui est un véritable sujet. C'est un véritable attendu maintenant par tout le monde, puisque c'est vraiment une demande. Donc aujourd'hui, le tuteur IA, à travers nos contenus de formation, puisque c'est là-dessus qu'il va se baser, va pouvoir vraiment répondre à des questions que des apprenants se posent, parce qu'il a pu, soit parce qu'il n'a pas compris le contenu de formation, soit parce que tout d'un coup, il souhaite revenir en arrière, mais ne sait plus exactement où est-ce qu'il a vu ce type de contenu-là, et donc va pouvoir interroger le tuteur IA pour pouvoir réaliser les exercices, que ce sont des exercices études de cas, qu'il doit réaliser dans le cadre de sa formation. Donc l'objectif, c'est vraiment que le tuteur IA devienne une modalité supplémentaire en termes d'accompagnement pédagogique, mais en termes également d'accompagnement pour pouvoir poser des questions à tout moment. Donc ça, c'est vraiment pour nous quelque chose qui est essentiel. Alors pourquoi? Parce que aussi, on se rend compte que nos apprenants aujourd'hui, ils se diversifient. On va dire qu'il y a 4 ans, on avait beaucoup d'apprenants qui avaient un profil autonome dans l'apprentissage. Aujourd'hui, avec la mise en place du digital,
c'est beaucoup plus de profils d'apprenants viennent nous voir, font des formations avec nous et les attendus sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont des attendus, ils ont besoin de beaucoup plus d'assistance que ça n'était auparavant. Or, nous, notre équipe, ben, elle est toujours là la journée, mais c'est vrai qu'en soirée ou à des moments où eux ont besoin, l'équipe n'est pas là et le tutoriat va pouvoir vraiment mieux accompagner cette typologie d'apprenants. L'objectif de tout ça, c'est aussi que nos coachs en formation, nos tuteurs, soient plus présents sur, je vais dire, sur de l'accompagnement, on va dire, émotionnel. C'est-à-dire pouvoir aider, pouvoir débloquer là où le tutoriat ne pourra pas le faire. Donc c'est vraiment arriver plus sur remotiver l'apprenant, lui redonner confiance en lui, le tutoriel ne le fera pas, et pouvoir accompagner sur de l'applicatif. J'aime bien ce que vous venez de dire et qui rejoint ce qu'Isabelle disait. Et on commence à avoir une répartition des tâches, si je puis dire, des missions entre le tutorat humain et le tutorat IA. Vous venez de parler d'émotion. Isabelle parlait de validation sur le terrain parce que effectivement on ne peut pas laisser l'intelligence artificielle ronronner de son côté en toute liberté. Les enjeux d'un risque sont très importants dans l'industrie nucléaire. Il y a aussi deux choses qui ressortent de ce que vous venez de dire toutes les deux, c'est-à-dire l'idée d'autonomisation de l'apprenant, c'est-à-dire au fond, l'intelligence artificielle va rendre jusqu'à un certain point l'apprenant autonome dans la réponse aux questions que le tuteur ne peut pas, auquel le tuteur ne peut pas répondre, tout simplement parce qu'il ne serait pas disponible, par exemple, à minuit ou à 2 heures du matin. Et puis, l'autre clé dans ce que vous venez de dire, c'est l'accélération de l'immédiateté de la réponse. C'est-à-dire que là, on reprend le modèle de l'apprenant contemporain de Geoff Bersin, mais c'est vrai qu'on est devenu très impatient quand on pose une question. Maintenant, on veut la réponse immédiatement. Et on attend peut-être de déléguer, peut-être parce que les dispositifs vont déléguer à l'intelligence artificielle la possibilité de répondre immédiatement à la question, mais il faudra pour cela que l'apprenant soit autonome dans sa capacité à poser les bonnes questions. Et là, on est dans tout un autre domaine, presque une culture qui n'est plus seulement la culture digitale à acquérir, mais une culture d'intelligence artificielle, notamment sur la façon d'interroger tout simplement les dispositifs d'intelligence artificielle. Ton point de vue, Mathieu, sur ce que viennent de dire Isabelle et Audrey? Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a effectivement, comme tu le dis, l'identification des forces et limites. Donc, je pense que ça a été très bien, voilà, très bien précisé. Je pense qu'effectivement, l'accompagnement sur le terrain va nécessiter réellement beaucoup plus d'humains, même s'il y a des sujets qui se développent avec la réalité virtuelle et puis qui sera de plus en plus nourri d'IA et de capacités derrière, comme dans les jeux vidéo qui sont en train d'avoir des personnages non joueurs qui deviennent maintenant des interlocuteurs à convaincre potentiellement pour aller dans une mission. Donc, on parle évidemment de frontières qui sont en train d'évoluer, mais je pense que là, ce qui a été établi, c'est des frontières opérationnelles au moment où on se parle, qui sont avec voilà, les gains sur le terrain et les gains sur l'acquisition des savoirs par ailleurs. Donc, on est sur tout le cycle d'acquisition de la compétence avec des rôles, une répartition de rôles. Romain? Ouais, on est. Je pense qu'on est vraiment sur le sujet même auquel nous on s'attaque chez Corollaire, mais en fait on l'entend depuis le début du webinaire parce que c'est drôle. Audrey l'abordait dès l'introduction sur la notion de temporalité, un peu même les nouvelles exigences que peuvent avoir des apprenants à distance, du fait que soit particulièrement leur profil a évolué ou à l'inverse, en fait, il y a un recours accru à la formation en ligne, donc des nouveaux besoins. Et puis venir aussi jouer sur l'engagement, l'assiduité. Et ça là-dessus, franchement, la capacité à pouvoir intégrer un tuteur IA dans la plateforme, c'est précieux. Alors évidemment, je pense que du coup, on l'a bien compris, c'est
c'est pour formuler des réponses 24/7. C'est être capable aussi, surtout, de sourcer ces réponses-là pour leur permettre aussi, s'il le faut, de revenir sur les points mentionnés précédemment. Mais de manière générale, en fait, ça traduit assez bien l'évolution du rôle de formateur, qui est passé d'un pur sachant à un coach finalement. On parlait du côté émotionnel, et je pense que c'est vraiment ça dans l'ensemble. Et puis voilà, là je pense que à l'écran ça le montre très bien. Surtout, je pense qu'il faut vraiment le voir comme un complément pour justement ce formateur qui a besoin d'avoir des clés de compréhension sur là où on se rendu ces apprenants, où est-ce qu'ils sont bloqués très précisément. Pas simplement avoir deux systèmes silotés, c'est-à-dire un formateur qui répond aux questions de 9h à 17h, et puis ensuite l'IA. Non, je pense que c'est vraiment un complément, et là on le voit. Alors c'est une simple capture d'écran de ce que permet notre outil, mais en fait avec l'analyse de l'ensemble des conversations, très vite on remonte sur un module précis, les concepts qui sont les plus questionnés. Et ça, en fait, si on est sur de l'hybride, on sait très bien que sur les phases synchrones, en fait, on a déjà notre plan de formation sur, j'en sais rien, moi, on a 3 heures en présentiel avec nos apprenants. La première heure et demie est déjà planifiée sur les sujets à revoir, et voire même les apprenants venir accompagner deux, trois d'entre eux très précisément. Et puis sur de la formation en ligne, c'est aussi la capacité à faire évoluer les modules, parce qu'on voit très vite les trous dans la raquette, des choses qu'on avait plutôt du mal à identifier auparavant, quand bien même on pouvait, j'en sais rien, faire des quiz, avoir des feedbacks, etc. L'avoir de manière aussi granulaire, ça n'existait pas. Puis après, je pense qu'on reviendra sur les derniers points mentionnés par Isabelle, sur les enjeux, sur la confidentialité, la pertinence, le fait de mettre le formateur dans la boucle. Je pense que c'est plutôt vers la fin qu'on abordera. Justement, j'en profite, je regardais la liste des participants. Il y a de belles et grandes entreprises et d'autres de moindre taille parmi les participants aujourd'hui. Je vous laisse saluer, ils se reconnaîtront, Salwa, Nadia et Michael en particulier. Non, je ne citerai pas les entreprises pour garder la confidentialité de leur présence. On traite maintenant notre dernière partie, perspective et mise en œuvre du tutorat IA. Et comme on est à un peu plus de 10 minutes de la fin de notre webinaire, je vais vous passer le sondage, si Mathieu veut bien, pour laisser la parole à nos panélistes sur ces questions. Alors, à moins que Mathieu tienne absolument à ce sondage, puisqu'il est question de plateforme LMS, mais on pourrait peut-être directement entrer dans le vif du sujet. Qu'en penses-tu, Mathieu ? Il n'y a pas de souci. L'idée, c'est effectivement aujourd'hui comment est-ce qu'on avance sur ces sujets, le sujet du tutorat et le sujet du compagnonnage. Nous, ce qu'on a pu observer aussi, c'est qu'on vient beaucoup en fait renforcer des dispositifs existants sur la partie formation en situation de travail. Parce que effectivement le constat est que les LMS aujourd'hui sont assez peu nombreux, en tout cas à aller sur ce terrain-là. Donc c'est soit la solution unifiée, soit la solution complémentaire. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus, peut-être en commençant par Audrey. Et là, il y a une planche récapitulative des messages clés qu'on aimerait vous faire passer dans ce webinaire. Donc, vous la conservez sous les yeux, elle ne doit pas vous distraire, mais comme ça, voilà, elle est là. J'aimerais qu'on parle de technologie maintenant. Chez vous, Audrey, chez YouWeb Formation, est-ce que en quoi consiste votre écosystème digital de formation ? Est-ce que vous avez une plateforme LMS qui permet de créer un portail de formation, de diffuser des contenus en ligne ? Est-ce que vous avez l'utilisation d'une plateforme de classe virtuelle qui permet finalement de faire tout simplement du présentiel à distance, si je puis dire ? Est-ce que vous avez une plateforme spécifique pour adresser toutes les activités de coaching, de tutorat, ou bien est-ce que les fonctionnalités sont déjà dans le portail de formation qui a été créé par
le LMS. Demain, l'intelligence artificielle qui va venir sur tout ça, ça va venir, vous attendez qu'elle vienne à l'intérieur de chacune des plateformes ou que ce soit une nouvelle plateforme qui vienne attaquer ça. Comment est-ce que vous gérez tout cet aspect qui commence à être un peu complexe, bien entendu? Oui. Alors, aujourd'hui, en fait, effectivement, on a des outils auteurs pour créer le contenu, sur lequel on est en train un peu de jouer avec l'IA pour voir comment elle pourrait nous aider dans la création de contenu. On est encore en phase de test pour le moment. En ce qui Et là con- je vous arrête un Oui, instant, mais on peut se référer au webinaire de l'automne passé que Expertime a donné sur la dimension autotraduction en 70 langues et plus et création de modules e-learning sur mesure à l'aide des fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Elucida. Donc là, je ne sais pas si Mathieu a prévu d'envoyer un lien à toute l'audience sur ce webinaire, mais il était très éclairant par rapport à ces questions. Je ferme la parenthèse pour vous laisser de nouveau la parole. ensuite, on a des outils, effectivement. On a une plateforme LMS, donc qui est la plateforme de Expertime, où là, on administre nos contenus. On a des outils de webinaire qui sont indépendants, où là, nos tuteurs et nos coachs peuvent faire des visios individuelles ou de groupe. Et effectivement, on est en train de tester, on est en train de mettre en place toute la partie tutorat IA, où là, c'est un outil qui est intégré au LMS, que le tuteur, donc c'est avec Corollaire, le tuteur, l'objectif, c'est qu'il soit sur la plateforme de formation. C'est à ce moment-là que l'apprenant en a besoin. Il faut effectivement qu'au niveau de l'ergonomie, que tout soit intégré. Il ne faut pas que l'apprenant ait besoin de sortir. Donc aujourd'hui, nous, le tuteur, il intervient vraiment au niveau des cours. Il s'affiche à ce moment-là, intégré à la plateforme de formation. Ce tuteur, il va venir, entre guillemets, aspirer nos contenus de formation pour pouvoir interagir avec l'apprenant avec la même nature de contenu. On ne souhaite surtout pas que ce tuteur vienne aspirer du contenu externe sur lequel nous, on n'a pas validé, puisque il peut y avoir du contenu qui est obsolète, du contenu qui n'est pas cohérent par rapport à ce que nous, on souhaite enseigner ou former au niveau de nos apprenants. Isabelle, est-ce que vous êtes dans la même configuration technique que Audrey ou au contraire bien différente? Alors aujourd'hui, on utilise aussi Expertime pour la gestion des compétences opérationnelles. On a une autre plateforme au niveau du groupe pour tout ce qui est e-learning sur des compétences socles et d'autres systèmes également sur certaines compétences transverses métiers. On n'utilise pas d'IA pour l'instant, mais je suis d'accord avec Audrey, si jamais on était amené à le faire, il faudrait effectivement que ce soit que ce soit transparent en termes d'utilisation de logiciels pour les utilisateurs. Voilà, il faut que Il ne faut pas que ce ça soit soit simple. une plateforme de plus avec C'est ça. éventuellement un nouvel SSO, etc. Et on n'en ressort pas. Alors, Voilà, il faut que ce soit simple et intégré. Je suis d'accord. Mathieu, Romain, là, vous avez la parole parce qu'on a deux exemples. Un exemple déjà où l'intelligence artificielle existe dans la plateforme du web formation, enfin le portail créé par Expertime avec l'utilisation de Corollaire et peut-être un exemple à venir avec Isabelle, mais qui pose quand même un certain nombre de garde-fous, de conditions compte tenu du secteur d'activité dans lequel évidemment elle intervient. Aujourd'hui, ça s'articule comment ça s'intègre finalement ces deux outils Corollaire et Expertime. Expertime, est-ce que finalement Corollaire apporte quelque chose qui n'existait pas dans la plateforme et que du coup vous n'allez pas développer? Quelle est votre stratégie des deux acteurs par rapport à ces questions? En fait, Corollaire amène une IA pédagogique, vraiment cœur de métier pédagogique, qui permet de faire un levier extrêmement rapidement sur tout le potentiel de la blended évaluation que porte notre plateforme. Donc, on crée les banques de questions avec une très grande facilité et une très grande pertinence. Et de la même manière, on va pouvoir entraîner le tuteur sur tel ou tel sujet et un tuteur virtuel qu'on va mettre à disposition dans un ou plusieurs cours et potentiellement dans d'autres environnements que la plateforme. Donc, effectivement, c'est un usage qui peut être très souple.
Et on trouve avec voilà des gains de temps, très significatifs. Donc on a été effectivement très heureux de faire voilà cette intégration. Bon voilà, et on constate que elle est à peine réalisée, que effectivement on a des clients. Alors notamment dans les organismes de formation, on travaille avec M2I qui a également voilà l'intention de déployer l'IA dans ces formations. Euh, et les sujets de l'engagement, en fait, on a des clients qui ont des inquiétudes. Par exemple, je pense à Renault qui sort beaucoup de produits en 2024 et qui a énormément de formations à effectuer. Et il y a une inquiétude sur la fatigue des apprenants. Et je pense que là, on est avec des leviers de stimulation, d'engagement, d'attractivité complémentaire que peut apporter le tutorat d'IA. Donc, voilà, je pense qu'on est, il y a ce côté air du temps, mais très concret en fait pour aider à l'acquisition de savoirs plus pointus et plus rapides, plus agiles. Romain, d'où vient Corollaire? Quelle est sa raison d'être? Qui a créé cette entreprise? Avec quel objectif? Quels sont les produits que vous avez aujourd'hui, que vous intégrez dans une plateforme comme Expertime? Quelles sont les idées qui sont derrière tout ça? Ouais, bon, déjà, je complète sur ce que dit Mathieu. En fait, c'est très heureux qu'on se soit trouvé avec Expertime parce que pour nous, c'est vraiment une force. On parlait de crédibilité tout à l'heure, mais plutôt crédibilité de tuteur, mais même là, je parle plutôt à l'échelle de l'entreprise de Corollaire. C'est vraiment une force pour nous de pouvoir s'intégrer aussi facilement, que eux aussi aient mis la main à la pâte, hein, finalement, parce que une belle intégration bien réussie, c'est finalement des développeurs qui travaillent des deux côtés pour que ce soit simple à intégrer. Et puis, si je dézoome un peu, l'histoire de Corollaire, donc ça commence il y a 1 an et demi. J'ai envie de dire, en fait, on est au moment où, c'est en novembre 2022, il y a ChatGPT qui sort. On voit vraiment que ça impacte énormément et très rapidement la création de contenu. On commence à regarder ce qui se fait, mais en fait, très vite, on voit que il y a un potentiel beaucoup plus gros, je dirais, de l'autre côté, une fois que ce contenu est créé, qui est plutôt venir accompagner l'apprenant avec finalement des besoins qui sont identifiés depuis très longtemps. Alors évidemment, le serpent de mer de la personnalisation de la formation, ça, je pense qu'on en parle depuis les années 80, c'est évident. Et puis il y a ce sujet, hein, et ça a plutôt été identifié au niveau des MOOC, et ils s'en plaignent beaucoup, hein, les très grands producteurs de MOOC qui sont comment on fait pour s'assurer que les personnes qui commencent une formation vont jusqu'au bout. Et on en parlait tout à l'heure justement avec eWeb. Et donc combiné à ça, on s'est dit que très facilement on allait pouvoir apporter cette brique en parallèle de la formation à l'endroit même où ils suivent la formation. Ça c'est précieux, hein, ne surtout pas rajouter une énième plateforme parce que plus on crée de portails d'entrée, finalement plus on a de chances que l'apprenant se perde ou ne vienne pas du tout. Donc c'est comme ça que ça a été créé. Ça s'est fait en plusieurs temps, et concrètement le tuteur IA s'est matérialisé à l'été dernier, après des échanges avec des bootcamps plutôt de code. C'est assez drôle, dans la programmation informatique, et puis un très grand producteur de MOOC français qui nous a mis sur ce chemin-là, quoi. Donc voilà. Et puis après, pardon, Michel. Est-ce que une promesse du coup du mix tutorat et de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le tutorat, c'est pas de démocratiser le tutorat auquel finalement seulement un pourcentage relativement faible des apprenants, pas forcément les organismes de formation qui commencent à s'équiper, qui depuis toujours sont très intéressés par le tutorat, mais dans les entreprises, il y a relativement peu d'apprenants qui peuvent bénéficier d'un tutorat ou qui bénéficient d'un tutorat sur le terrain, sans formalisation, donné par le manager, par exemple, ou par des experts métiers, mais qui ne permettent pas de capitaliser sur finalement toute cette production de savoir qui se fait au contact, via le tutorat, au contact finalement du tutoré et du tutorat. Est-ce qu'il n'y a pas derrière cette splendide idée d'une démocratisation du tutorat, Mathieu?
Du passage à l'échelle, en quelque sorte, comme on dit. Certainement. De toute façon, on est au moment où on libère le temps pour le consacrer sur je dirais les forces de chacun. Et c'est clair que amener les managers à être plus présents dans l'animation du portefeuille de compétences des équipes et avec cette capacité de voir sur quelles sont les difficultés de l'équipe dont ils s'occupent. On a vu le rôle de supervision qu'on peut avoir avec le tutorat d'IA. Donc c'est clair que ça va aider en ce sens-là. Et c'est le sens de la stratégie du Centaure, en fait. C'est la combinaison de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle qui ont un potentiel de transformation du tutorat pédagogique de manière très consistante. C'est ce qui a permis, finalement, c'est tout le récit intéressant parallèle dans le monde des échecs avec Kasparov qui battait Big Blue, qui a été battu par Big Blue, qui ensuite est revenu en étant dans une compétition freestyle accompagné de l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, il a battu l'intelligence artificielle. Et puis avec l'intelligence artificielle, en tandem, en mode Centaure, il a en 2017 battu l'équipe championne du monde de Norvège. Donc on voit qu'il y a, en combinant les deux, une force supérieure potentielle à aller chercher. Et pour terminer, je n'oublie pas que le centaure, c'est moitié homme, moitié cheval, mais si mes souvenirs sont bons, l'homme est en train de bander son arc et de tirer une flèche. Donc on peut imaginer que le mix tutorat, c'est la meilleure façon d'atteindre la cible. Voilà. C'est un Bon, magnifique merci mot de la fin. vivement Isabelle, Audrey, Mathieu et Romain pour les éclairages que vous nous avez apportés. On a quasiment perdu personne. Ça veut dire que vous étiez très intéressant dans ce que vous nous avez dit. Je rappelle que le lien de replay vous sera envoyé, n'est-ce pas Mathieu, de façon à pouvoir l'exploiter en interne si vous le voulez. Vous pouvez poursuivre évidemment les questions avec les échanges avec l'audience, je suis avec les panélistes, je suis persuadé qu'ils ne demandent pas mieux que cela. J'en profite pour faire un peu de pub au AHD, c'est-à-dire organisation apprenante. C'est la télévision qui a été lancée par le Web TV qui a été lancé par Expert Team, et notamment vous y trouverez ce webinaire auquel je me référais tout à l'heure sur les 2 usages de l'intelligence artificielle. Mille merci encore de votre participation. Mille merci à nos panélistes et puis à bientôt sur OAHD, Mathieu. Absolument. Et puis un grand merci à Audrey et Isabelle voilà, pour leur partage d'expériences concrètes. Et merci à l'audience. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à Au vous. revoir. À bientôt.